Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Aujourd'hui, un changement de décor. Voilà, j'ai pas pu aller où je pensais, donc on est chez moi. Aujourd'hui, c'est un épisode interview avec Janice de Coach Ton Budget. Donc vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. Elle squatte nos algorithmes et puis elle vient parler. C'est le premier épisode où on va parler de quelque chose un peu plus hors psychologie, mais on va parler de finances, comment gérer ses finances personnelles. Puis on va faire des liens en fait justement par rapport à la psychologie. Janice, bienvenue. Merci. Peut-être tu peux commencer par nous présenter un peu ton parcours, comment t'en es arrivé là, puis à lancer peut-être ton projet Coach Ton Budget. Alors moi, il faut savoir que je suis absolument pas dans la finance. Donc j'ai un parcours tout à fait... Non, il n'est pas banal en fait, il est tout sauf banal. J'ai grandi en France et à mes 18 ans, j'ai décidé de partir parce que je voyais pas ma vie continuer en France. Je voyais pas les opportunités, je voyais rien comme ça. Donc je suis arrivée à Lausanne avec littéralement 3 000 € en poche. Je me suis dit que ça suffirait pour faire ma vie avec 3 000 €. Ouais. J'avais en tête que j'allais prendre des jobs d'été l'été et puis que j'allais m'en sortir comme ça, que j'allais avoir suffisamment d'argent pour le reste de l'année. Et voilà quoi. Alors j'avais une rente d'orphelin quand même, donc j'étais pas non plus sans revenu du tout, mais c'est clair que ça payait pas le train de vie en Suisse. Puis j'ai fait 6 mois et en fait je me suis retrouvée non pas serrée par l'argent, mais par le fait que je ne savais pas ce que je faisais dans cette filiale. Et je suis partie de HEC Lausanne. J'étais à HEC Lausanne à ce moment-là. Et puis, j'ai commencé à travailler en gérance. Et là, j'ai eu mes premiers salaires suisses. Donc, j'avais 2 000 francs par mois. Et pour moi, en venant de France à 18 ans, c'était l'Eldorado. Je me suis dit, mais je gagne plus que la plupart des gens à mon âge. Voilà. Puis, j'ai commencé à mettre beaucoup d'argent de côté. Et j'ai fait 7 mois en gérance. Je suis partie l'été en voyage humanitaire. Et en revenant du voyage humanitaire, j'étais rebelle, ce que tu veux. J'ai quitté mon job quelques mois plus tard pour me lancer dans le marketing. Et puis depuis ce moment-là, j'ai pu quitter le marketing. Donc actuellement, je suis dans le marketing. Et j'ai repris mes études en 2015 en International Business Management. Donc quelque part, l'économie restait en moi. J'avais quand même de l'attrait pour tout ce qui était marché, pour tout ce qui était comment est-ce qu'une entreprise marche, etc. Avec du coup un job à côté. Et j'étais très très économe, donc j'avais beaucoup d'argent de côté, je voyageais énormément, j'ai fait énormément de... Enfin, je crois que je partais 2 fois par année. J'étais aux États-Unis, j'ai fait je sais pas combien de fois l'Asie, j'ai fait l'Argentine, je suis vraiment partie comme je voulais. Et puis la dernière année, j'étais un peu fâchée avec le système et je me suis dit, je me casse, mais je sais pas, je reviendrai pas en fait. Donc je suis partie en Grèce, j'ai fait 6 mois. Ensuite, je suis partie au Royaume-Uni. Et là, arrivée au Royaume-Uni, je me suis dit, j'ai envie de revenir en Suisse. Et je suis rentrée juste avant le Covid. Okay. J'ai retrouvé un travail très facilement. Mais c'était le Covid. J'étais très mal payée. Et en fait, là, j'ai vécu une situation très difficile émotionnellement parce que, non seulement il y avait le Covid, mais aussi moi, je vivais un peu une trahison au niveau professionnel. J'avais plus de repères, je venais de terminer, j'avais terminé mes études depuis 1 année, j'étais vraiment, c'était compliqué. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment galérer financièrement. Donc, j'arrivais pas à payer les factures, j'ai commencé à avoir une carte de crédit que j'arrivais plus à payer. J'étais vraiment émotionnellement, j'étais pas bien parce que j'arrivais plus à faire ce que je faisais quand j'étais étudiante en fait. Et après, je me suis quand même un peu secoué les cocotiers. Je suis partie de mon travail, j'ai retrouvé un autre travail et puis là j'ai commencé à être payée correctement. Mais en fait, les mauvaises habitudes étaient restées et j'avais toujours pas d'argent de côté. Je pouvais toujours pas faire ce que je voulais, pourtant je gagnais le double de ce que j'avais avant. Et là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à la finance personnelle. Donc vraiment en dehors de mon travail, j'ai commencé à regarder des formations, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à suivre des gens sur les réseaux sociaux qui m'inspiraient un petit peu au niveau de leur parcours. Et c'est là qu'il y a eu un déclic en me disant, mais en fait, moi, si j'ai envie d'atteindre une vie d'abondance et de richesse, je pense qu'on va définir après ce que c'est la richesse, n'est-ce pas ? C'est accessible à moi aussi. Il faut que je change les choses. Donc, j'ai opéré un changement drastique au niveau de mes habitudes, etc., qui a pris des mois. C'est pas le mois prochain, je vais faire ça et puis tout va rentrer dans l'ordre. Ça prend vraiment du temps à mettre en place.
Et en début d'année, en fait, je me suis dit, c'est mon métier, les réseaux sociaux, je le fais dans mon job. J'ai envie de pouvoir avoir une communauté à qui je raconte mon expérience et qui peut s'inspirer de ça pour suivre la même voie, en fait. Et ça n'a pas loupé, en fait, en quelques semaines. D'abord, j'ai eu en 10 jours 10 000 abonnés. Ensuite, j'ai fait 40 000 en 3 semaines. Et après, j'ai atteint les 80 000 peut-être en 2 mois. Et là, maintenant, ça va mieux, ça s'est stagné. Mais du coup, j'ai une communauté un petit peu plus... je vois les gens qui me suivent vraiment de près, puis ceux qui viennent de temps en temps, machin. Puis j'ai lancé le programme aussi en même temps. J'ai eu une centaine d'élèves en 2 mois. Et des retours positifs aussi. Donc voilà, c'est pas mon domaine, mais je me dis que aider des gens de cette manière-là, c'est un joli cadeau finalement, d'avoir des retours comme ça. Donc voilà. Donc parcours atypique, mais en même temps, moi, je le trouve normal. Donc c'est intéressant parce que finalement, tous les gens que j'interroge sur ce podcast, ils ont tous des parcours atypiques, ou en tout cas où ils ont changé plusieurs fois. Alors, peut-être qu'il y a un moment... Alors, soit c'est que je sélectionne que des gens comme ça, parce que c'est aussi des parcours que je trouve très intéressants. Soit, au bout d'un moment, il va falloir qu'on arrête de parler de parcours atypiques, puis qu'en fait, se rendre compte que ce qu'on nous a vendu comme le parcours, peut-être qu'avaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, et encore, je suis pas sûr que ça soit vrai, en fait, ça n'existe pas. Puis, il faut qu'on arrête de se dire qu'on a un choix d'études, ensuite un choix professionnel, puis qu'après, c'est la retraite. Complètement. Donc, je trouve... il y a plusieurs trucs sur lesquels j'aimerais rebondir. Tu me disais de définir la richesse. C'est quoi ta définition de la richesse ? Alors, j'ai fait un TikTok là-dessus une fois et il est devenu viral. Mais je trouvais intéressant justement, quand on parle de richesse, c'est un mot qui dérange. Devenir riche. En Suisse, ça va. Mais dès que c'est du côté français, c'est tabou. Et au final, la richesse, ça peut être quoi ? Ça peut être une famille qui nous entoure, ça peut être un toit, ça peut être financier, avoir beaucoup d'argent, ça peut être avoir beaucoup de Rolex, ou avoir, voilà. Moi, je pense que la richesse, c'est la liberté. C'est le moment où tu as atteint suffisamment d'argent pour pouvoir te financer dans ta vie, en t'étant débarrassé de tes bagages qui te plombent ton budget et qui t'empêchent de vivre correctement financièrement. Et du coup, d'avoir le choix dans ce que tu veux faire. Le choix de quitter ton travail parce que ça va pas, le choix de te mettre à 50% parce que ça va mieux pour ta santé mentale, le choix de t'arrêter pendant 1 an parce que tu as envie d'aller faire le tour du monde. Pour moi, elle est là, la richesse. C'est d'avoir ce coussin financier pour te permettre de réaliser tes rêves et du coup d'être libre, tout simplement. Et comment tu fixes, on va prendre les questions complètement dans le désordre, comment tu fixes peut-être un seuil ? Parce que je pense qu'un des problèmes qu'on peut avoir, c'est que beaucoup de gens aspirent à la liberté financière. C'est un mot qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais finalement, quand est-ce qu'on y arrive ? Puis finalement, est-ce qu'on y arrive un jour ? Parce que même si on a énormément d'argent, après, il faut le garder. Ou est-ce qu'on veut toujours plus ? Toi, est-ce que tu as un seuil un petit peu de satisfaction et où tu peux dire, là, en fait, je suis à peu près là où j'aimerais ? Je pense que comme tout le monde, le seuil, on a l'impression qu'il y en a un et puis quand on y arrive, il n'y en a plus et il y en a un autre. Mais de toute façon, concernant l'argent, on se rend vite compte que d'y arriver, c'est tellement... on doit y mettre tellement d'énergie que c'est pas si facile que ça de viser tout là-haut et d'atteindre tout là-haut. Donc en fait, je pense qu'on a tendance à facilement revenir un petit peu en arrière sur ses objectifs et de se dire, si j'atteins là, c'est déjà pas mal. Et du coup, c'est ce qui fait que tu vas y aller palier par palier. Et oui, tu vas vouloir plus, mais ça va se faire beaucoup plus graduellement. Que c'est pas comme des abonnés TikTok, c'est pas tout d'un coup ça tombe et puis t'es riche d'abonnés, quoi. C'est pas du tout pareil. Mais tu vas y aller palier par palier. Et puis je pense qu'aussi sur le chemin, c'est ok de se dire que on change d'objectif. Pas de se dire j'ai dit A l'année dernière, donc je dois garder A. Mais en fait, je me rends compte que je veux plutôt faire B et puis je veux changer B aussi. Ça doit rester flexible. C'est un parcours, donc c'est toi qui choisis. Et c'est là où c'est intéressant de choisir une direction. Et typiquement, avoir un mot-clé, ça peut être liberté. Et ensuite, d'être flexible sur les moyens d'y arriver. Puis justement, peut-être qu'à un moment de ta vie, la liberté, c'est avoir de l'argent parce que tu as envie de pouvoir, t'acheter des trucs ou partir au voyage comme ça. Peut-être un autre moment de ta vie, une autre vie, c'est d'avoir du temps.
Et donc, de garder finalement la direction, mais après d'être très flexible sur quels moyens j'utilise. Puis ça, j'ai l'impression que tu le fais assez bien dans ton parcours. Tu n'as pas hésité à changer plusieurs fois. Et c'était quoi les facteurs de décision? Parce que je dis souvent en consultation que la qualité de notre vie, elle dépend de la qualité de nos décisions, de notre capacité à les prendre aussi des fois rapidement. Toi, c'est comment que tu sais quand c'est le moment de changer? C'est une très bonne question parce que j'ai l'impression que plus on vieillit, plus le processus y change. Et quand j'étais jeune, c'était des déclics. C'était tout d'un coup, ah mais en fait, je peux le faire. Par exemple, quand je suis partie en Grèce, c'était ah mais en fait, je peux aller vivre à l'étranger, il y a rien qui m'en empêche. Quand je suis rentrée, c'était mais je peux retourner en Suisse, il y a rien qui m'empêche de retourner. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus tortureux, je dirais, de changer le cours parce que quand on vieillit, on s'installe un petit peu et on se dit ah mais là ça va vraiment faire remuer le bateau de faire un changement, ça devient difficile en fait. Mais il faut croire un petit peu dans l'incertitude et avoir, alors je sais pas si c'est spirituel ce que je vais dire, mais pour moi il faut voir la positivité derrière parce que ça va amener du positif. Il faut vraiment croire dans cette positivité-là et c'est comme ça que j'ai réussi à chaque fois à faire des changements et à transitionner d'une situation à l'autre. Et à chaque fois, ça s'est révélé vrai, ça n'a jamais été négatif en fait. Donc, c'est clair que la capacité à gérer l'incertitude, c'est crucial dans l'épanouissement parce que toute nouvelle situation vient avec de l'incertitude. Et si on n'a pas, ça veut dire qu'on connaît tout finalement. Donc on va jamais rien découvrir. Puis peut-être on va changer de job, mais on reprend exactement le même poste, exactement au même niveau. Et ça, c'est important. Je le rappelle aussi souvent, c'est normal d'avoir de l'anxiété dans des moments de changement et que même c'est bon signe parce que si on n'a pas d'anxiété, c'est que en fait, on connaît déjà tout, on n'a rien à découvrir. Et c'est cette capacité à gérer, je pense aussi, cette anxiété face à l'incertitude, mais d'arriver à peut-être justement, ça peut être spirituel ou pas, mais de se dire, je pense que c'est la meilleure décision et puis je vais découvrir ce qui se passe après. Quelque part, ce qui serait beau, c'est de pouvoir constater que l'anxiété, quand elle arrive à ce moment-là, c'est qu'il y a un tournant qui va se faire. Ouais. Ça, ce serait, et du coup, de pouvoir profiter un petit peu, même si c'est pas très agréable de se sentir anxieux, mais de pouvoir profiter de ce sentiment et puis de l'embrasser pour passer à la suite, quoi. Et ça, c'est très important aussi. L'argent, ça a été un déclic pour moi, en fait. J'ai grandi dans une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens. Quand j'étais petite, mon père est décédé quand j'avais 10 ans. Donc, il a laissé ma mère seule avec une maison, une dette, etc. Et après, c'est une très longue histoire, hein, on s'en est sorti, mais c'est vrai que j'ai jamais eu accès à une enfance riche et pleine de tout ce que je voulais et tout. Et ça a laissé, en tant qu'adulte, des marques. Des marques comme tu viens pas d'une famille riche, tu ne peux pas t'enrichir. Tu viens pas d'un milieu éduqué, dans le sens université, etc. Donc, tu ne peux pas accéder non plus à là-haut. Ou alors, tu as déjà accédé à suffisamment, tu peux pas monter plus haut. Ou alors, tout ce qui peut être négatif vis-à-vis de l'argent. Donc, c'est pas bien d'être riche, c'est pas bien de posséder de l'argent, c'est pas bien d'être propriétaire, d'avoir beaucoup d'immeubles, c'est pas bien, tout ça. Puis, il faut déconstruire tout ça en tant qu'adulte. Déjà constater que tu penses ça. Et déconstruire. Et ça, c'est un sacré chantier. C'est tout ce qu'on appelle les croyances limitantes. Comment, et quelque chose aussi, c'est cool parce que c'est un gros parallèle avec un travail thérapeutique. Là, on parle d'argent, mais ça peut être pour une relation de couple, pour beaucoup de choses. Finalement, la plupart du temps, ce qui nous bloque, c'est pas les obstacles réels, c'est tout ce qu'on se dit par rapport à ça. Et comment tu as fait, alors probablement qu'il y a encore peut-être des croyances qui sont là, mais comment tu as fait pour les changer ou les assouplir ou simplement ne pas en tenir compte? Là, la recette miracle, c'est des livres. C'est juste des livres. C'était, par exemple, le livre dont on parle tous en tant que budgéteur ou blogueur finance, c'est Père riche, Père pauvre. Et en fait, ce livre, il est littéralement presque pour les enfants parce qu'il explique 2 familles, donc 2 pères,
un qui a la mentalité pauvre, comme il dit, et un qui a la mentalité riche. Mhm. Et c'est vraiment là où tu vois la différence de comment est-ce que tu vois l'argent et comment est-ce que l'argent va t'emmener à tes rêves. Donc, pour moi, ça a été ce livre-là qui m'a dit « Ah, en fait, ouais, c'est vraiment comment est-ce que Mhm. je me positionne par rapport à l'argent. » Après, il y a eu d'autres livres, il y a eu tous les réseaux sociaux, le nombre de vidéos que tu retrouves sur la finance, etc., enfin la finance personnelle et tout. Donc, ça s'est construit petit à petit, mais il faut juste ce message de départ de dire tu as des croyances vis-à-vis de l'argent, tu peux les changer Mhm. et y croire. Ouais. Et, du coup, ça, c'est un travail, alors, personnellement, qui n'est pas forcément évident, parce que ça permet, déjà, il faut les reconnaître, il faut se dire que ça nous limite, il faut en trouver d'autres croyances alternatives qu'on peut suivre. Parce que c'est bien si on se dit ça me va pas, mais si on n'a pas d'autres options, Tu veux c'est dire qu'il embêtant. faut se retrouver des croyances quelque part, des Oui, croyances limitantes? Ah ouais? non, pas limitantes, mais des croyances aidantes. Ok, ouais. Souvent, peut-être c'est j'ai le droit Mhm. de gagner de l'argent, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit de Mhm. plein de choses. Par contre, ça peut aussi des fois mettre en porte-à-faux avec les proches, avec la famille, avec les amis. Est-ce que toi, enfin, comment ça s'est passé aussi ce changement peut-être de croyance? Comment ça a été perçu? Et ces changements de carrière peut-être? Alors, bon, ma mère, elle a toujours été très supportrice, je sais jamais. Soutenante. Soutenante, ouais, dans tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, pour Oui. petite anecdote avant de répondre à ta question, Oui. quand j'étais adolescente, j'allais faire des marchés aux puces avec elle. Et en fait, je revendais les fringues en ligne pour me Ok. faire des sous. Et un jour, à mes 16 ans, elle m'a donné une carte qui était liée à mon compte. Elle m'a dit, tu te débrouilles avec ton argent, c'est à toi. Je ne savais pas gérer mon argent à 16 ans. Je ne savais pas le faire à 18 ans, donc je ne savais pas le faire. Je savais pas le faire à 27 ans, donc je ne savais pas le faire à 16 ans. Mais bon, j'étais déjà orientée business. Et en fait, j'ai vendu ces fringues et je me suis payé un voyage à New York. Donc un soir, je rentre et je dis, écoute, maman, j'ai pris des billets pour New York. Et ma mère, elle m'a regardée, elle m'a dit, mais... Donc j'avais 16 ans. Mais tu pars avec qui? Ah, une copine. Seule? Ouais. Et ma mère, ok. Pas le choix. Et du coup, ma mère est très habituée à avoir un petit peu ces surprises avec moi, finalement. Mhm. Et ce qui est drôle, c'est que dans ma famille, j'ai toujours été perçue comme un peu la radine. Celle qui veut Ok. pas acheter des cadeaux, celle qui veut pas participer, celle qui veut pas mettre l'argent. Mhm. Et en fait, je pense que c'est juste une mauvaise image parce que je suis quelqu'un qui peut être extrêmement généreux pour mes proches. J'adore faire des cadeaux qui ont du sens, partager des moments, voilà, n'importe. Mhm. Et du coup, c'est une étiquette qui m'a vraiment saoulée pendant des années. Et là, d'avoir changé, j'ai trouvé que ma famille a été très ouverte au changement. Ok. Ma sœur, elle me soutient à fond. Elle me suit, elle regarde mes vidéos, elle les like. Enfin, pour moi, ça veut dire beaucoup, hein. Ma mère, pareil. Ok. Elle s'est mise à TikTok, elle regarde des vidéos TikTok. Et du coup, personne m'a jugée. Ok. Et de la part des amis aussi, pareil, ça a été très, très bien pris. Ton projet, il est super, c'est génial, je trouve ça très aidant, les vidéos. Franchement, j'ai eu très, très peu de retours négatifs. Et ça, c'est dingue, parce que je m'attendais à ce que, vu que ça touche l'argent, les gens me dira tu veux te la péter ou tu veux être la prochaine Instagrammeuse à Dubaï, etc. Enfin, alors que pas du tout. Donc, dans ce sens-là, j'invite aussi les gens à faire le tournant chez eux et peut-être à reconsidérer les relations qui vont pas bien réagir au changement. Parce que, voilà, c'est toi qui vas peut-être mieux expliquer ça, mais quand tu as quelqu'un qui te soutient pas dans un changement positif, il y a peut-être quelque chose à revoir, quoi. Oui, alors, après, on peut le voir de deux manières. C'est vrai qu'il y a, notamment sur les réseaux, je trouve que il y a un peu, je vois des messages du style, voilà, tu me soutiens pas, je te veux plus dans ma vie. Alors, c'est à voir à quel point il faut qu'on soit radical Ouais, exact. par rapport à ça. Mais oui, en effet, c'est aussi se questionner qui est-ce que j'ai envie d'écouter. Et puis, si quelqu'un me soutient pas là-dedans, est-ce que finalement c'est important pour moi? Ça veut pas forcément dire que je dois Éradiquer la personne. exactement couper Ouais. cette relation, mais par contre, c'est pas elle qui va payer mes factures, c'est pas elle qui va qui va devoir se lever pour aller à un job que j'aime pas. Donc
finalement. Puis ça, ça va pour le regard des autres, mais de manière générale. Hein. Complètement, ouais. Donc plutôt soutenante Ouais. comme réaction. Est-ce que ça a changé aussi leur manière ou certaines de leurs croyances, puis que ça en a eu un impact positif? Positif parce que, alors très peu de fois, hein, c'est pas comme si c'était, vu que c'est quand même assez récent, j'ai l'impression que maintenant je vais pas que parler de ma famille, je vais parler aussi de mes amis. Oui. Les gens vont être plus, ils vont avoir tendance à plus comment te dire, faire des confidences aussi sur moi je fais ça avec mon argent, Ok. ça j'y arrive pas. Vraiment des gens se sont ouverts à moi sur des choses que je pensais confidentielles. Mhm. Et puis, moi, je suis très ouverte, c'est-à-dire qu'on peut parler salaire, on peut parler poursuite, on peut parler assurance, on peut parler tout ce que tu veux, dette, etc. Et du coup, j'ai compris que certaines personnes géraient bien leur budget, mais qu'ils avaient un petit peu des petits soucis par là. Et du coup, ils sont venus vers moi, me poser des questions, en fait, me faire confiance. Ils sont venus me poser des questions en me faisant confiance sur l'information, les réponses, les ressources. J'ai trouvé ça dingue parce que je suis pas conseillère financière, donc il y a des moments où je peux pas dire aux gens fais ça comme ça, fais ça, mais par contre les orienter sur la démarche en tout cas. Et c'est quoi alors? On mettra à la fin du podcast des liens pour ton site, ton programme. C'était un programme d'accompagnement justement pour gérer son budget, etc. Mais c'est quoi les premières étapes, un peu les tout premiers conseils quand c'était à l'apéro, qu'on te demande un peu comme ça, au travers de la table, des conseils sur comment est-ce que je peux mieux gérer? C'est quoi les toutes premières étapes que tu proposes généralement? Alors, je pense que ça dépend déjà de la situation de la personne. Mais pour tout le monde, je dirais, c'est faire un budget. Parce qu'à partir du moment où tu fais un budget, tu peux voir où est-ce que tu dépenses et comment tu le dépenses. Typiquement, moi, quand j'ai commencé, j'adorais aller faire des soins esthétiques, des massages, des ci, des ça. Et je me suis rendu compte que je dépensais 500-600 francs par mois là-dedans. C'est énorme. Et qu'en fait, à la fin de l'année, c'est cool les massages, mais t'as pas besoin de faire 4 massages par mois, en fait. Ça dépend. Mais disons que je dépensais des trucs, ou alors je dépensais beaucoup dans des objets. J'avais une catégorie achat, où ça pouvait être, je sais pas moi, des fringues, des bibelots. Puis tous les mois, parce que j'avais cette enveloppe, je me disais, il faut que je la dépense. Et en fait, au fur et à mesure, la première étape quand tu fais ton budget, c'est que tu vas ouvrir ces catégories, tu sais que tu dépenses tu vas commencer à recenser les dépenses dans chaque catégorie. Et c'est pour ça que je te disais avant, le travail, il se fait pas du jour au lendemain. C'est pas le mois prochain, je dépense 400 francs là-dedans et puis c'est tout. C'est que tu vas peut-être dépasser, voire plus d'une fois. Donc, il va falloir réajuster tes enveloppes. Une fois que tu as appris comment ça fonctionnait et comment tu fonctionnes avec l'argent, parce qu'on se découvre quand on fait ça. C'est vraiment... ah ouais, en fait, j'hésite pas à dépenser dans mes verres le samedi soir. Peut-être que je m'arrête. Ou alors, on se découvre en mode... Il y a l'histoire du collier Cartier que j'ai raconté l'autre jour sur Instagram. Ça a trop plu aux gens. J'avais même pas 2000 francs sur mon compte et je me suis dit que je voulais acheter un collier Cartier. Je crois que j'avais 3000 balles, c'est pas vrai, j'avais 3000 balles, je crois. Le collier Cartier coûtait 1300. Donc, techniquement parlant, j'aurais pu l'acheter. Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, je veux un collier Cartier, donc je vais le prendre à crédit et je vais le payer en plusieurs fois. Ça, c'était l'ancienne moi. Et avec mes recherches et tout, je me suis dit, en fait, non, je vais économiser pour le Cartier. Donc, quand j'aurai de l'argent, je le dépenserai. Et je suis arrivée à ces 1300 francs économisés. Et là, je me suis dit, mais c'est débile. Je vais dépenser tout d'un coup 1300 francs là-dedans. Et du coup, faire des efforts pour t'acheter quelque chose, plus faire un budget, les deux combinés ensemble, ça t'apprend déjà les vases communicants de la comptabilité de la finance personnelle. B.A.-ba. Ensuite, dans une étape secondaire, tu vas venir apprendre à économiser de l'argent où il faut en économiser. Parce que tu te dis, je dépense 400 francs dans mes courses. Ah, mais facile, je vais à la Migros et puis j'arrête de dépenser dans des trucs à la Migros. Et puis en fait, tu te retrouves à soit manger des pâtes, soit refaire des courses derrière parce que tu n'avais pas assez. Et du coup, la deuxième étape, ça va être d'apprendre à économiser. Et je parle même pas encore des objectifs que tu veux te fixer parce que c'est le chapeau de toute cette organisation. C'est que pourquoi est-ce que tu veux mettre de l'argent de côté ? Et sans l'objectif, en fait, c'est ton étoile. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, en fait. Donc, première chose. Et ça, ça revient à...
te parlais de ta vidéo que j'ai vue ce matin où tu parlais justement de l'argent. Une des choses qui t'avait aidé dans ton rapport à l'argent, c'était de le voir comme un moyen, justement, pour atteindre un but et pas comme une fin en soi. Et ça, moi, c'est quelque chose que je vois mais tous les jours en consultation, où en fait, les gens perdent de vue quel est vraiment le but, puis ils confondent le moyen. Alors, ça peut être le moyen, ça peut être l'argent, puis du coup, on va gagner de l'argent pour gagner de l'argent, puis en fait, ils bossent tellement qu'ils n'ont même plus le temps de le dépenser ou de l'utiliser, puis ils bossent, enfin, ils profitent Moi, pas du tout. Moi, j'ai des idées, si jamais. Ils ont... ça peut être une relation amoureuse, Ouais. où on oublie qu'en fait, le but d'une relation amoureuse, c'est quand même ça t'apporte du bonheur. Et en fait, tout d'un coup, on devient... Il faut absolument que je reste avec cette personne, quand bien même il n'y a rien qui va. Donc, ça, je trouve intéressant. Je sais pas pourquoi je parle là-dedans, mais comment... est-ce que toi, c'est quelque chose que tu perçois beaucoup dans les gens que tu coaches, le côté... En fait, je me perds à vouloir de l'argent pour de l'argent. Alors, moi, de toute façon, c'est la première chose que je calibre dans la tête des gens, dès le début. Ouais. Parce qu'en fait, il y a 2 axes dans mon contenu sur les réseaux sociaux. Il y a l'axe faire des économies et il y a l'axe gagner plus d'argent. Oui. Et je dis toujours aux gens, avant de vouloir gagner plus d'argent, il faut apprendre à gérer ce que tu as. Ouais. Et une chose aussi très vraie, et ça, c'est pour ça que j'incite les gens à apprendre à économiser de l'argent, c'est que c'est plus facile de dégager 50 francs de ton budget que de le demander à ton patron. Donc, et ça, tout d'un coup, les gens, ils sont là, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, elle a pas faux, la miss. Et du coup, on parlait de but et d'un moyen et pas d'un but. Fin en soi, ouais. Voilà. Justement, pour rebondir là-dessus, les gens, quand on parle de gagner plus d'argent, dans la catégorie gagner plus d'argent, parce que je pense que ceux qui veulent économiser, ils ont très juste. Hein. Moi aussi, on veut tous économiser de l'argent, on va arrêter de se faire avoir partout, surtout en Suisse. Hein. On aime bien dépenser de l'argent dans des factures. Hein. Mais les gens qui sont dans la catégorie gagner plus, eux, je les freine très souvent en leur disant, first step, tu apprends à gérer ce que tu as et ensuite, tu te donnes un objectif. Pourquoi est-ce que tu veux plus d'argent ? Ça sert vraiment... Ça sert à rien. Il y a... l'autre jour, je faisais l'image de... imagine, en fait, tu peux que faire les courses une fois dans l'année. Une fois dans l'année, tu peux aller à la Migros et tu dois acheter tout pour l'année. En fait, ton dilemme, ça va être de programmer ta bouffe sur 12 mois. Parce que si tu arrives au bout de 12 mois, tu arrives au bout de 3 mois et tu n'as plus de bouffe, tu n'as plus de bouffe. C'est terminé. Et puis là, tu galères pendant les 7 mois suivants, tu vois. Enfin, même plus, en fait. Et l'argent, c'est pareil. C'est que tu vas recevoir ton salaire au début du mois et tu dois le planifier pour qu'il dure tout le mois. On a de la chance en Suisse, c'est que généralement, nos salaires sont assez confortables pour qu'on ne soit pas tous ric-rac à la fin du mois. Mais on y arrive facilement, parce qu'on peut très vite dépenser. Et du coup, l'image des courses, c'est vraiment de se dire, tu dois apprendre à pouvoir faire ta planification sur l'année pour ensuite que tu puisses dégager du leftover pour d'autres choses, pour faire un joli gâteau, pour faire, je sais pas, pour inviter des amis à bouffer, je sais pas, enfin là, c'est toujours l'image des courses. Et ça lie un petit peu le côté, le but, le moyen et pas le but, à cette notion de... Comment expliquer ? D'apprendre à le gérer. Les deux, c'est intimement lié. Il y a un truc que je trouve intéressant aussi, que tu parlais par exemple des massages. Ouais. Il n'y a pas de juste ou de faux. Moi, j'avais fait un peu l'exercice. J'ai essayé de faire un budget. D'ailleurs, parce que j'ai vu tes vidéos, puis je me suis dit, mais il faudrait que je fasse. Puis j'ai beaucoup trop galéré. J'ai pas du tout réussi à faire un truc réaliste parce que, voilà, moi, je suis en plus, j'ai ma société à côté. Ouais, donc, il y a des fois des trucs, tu vois, un ordinateur, j'utilise pour ma société, mais aussi au niveau personnel. Donc, ça fausse complètement les chiffres. Donc, je l'ai fait. Je suis pas plus avancé que ça. Il va falloir que je le reprenne. Puis j'avais fait ça plus simplement par le passé. Et justement, j'avais vu que finalement, je dépensais beaucoup en sortie, boire des verres et puis des cafés, puis manger. Mais quand j'ai des gens qui viennent, des fois, je coach des indépendants, puis il y a toujours ce côté financier qui vient. Je leur dis, mais il faut garder ce qui vous apporte de la plus-value
Donc, Ouais. par exemple, si tu vas faire tes 4 massages par mois, c'est un truc où vraiment ça te fait un monstre bien et puis tu as une super plus-value, ben, pourquoi pas les garder? Et Complètement. alors que, ben, je sais pas, juste le repas que tu as eu la flemme de te préparer la veille, de faire un Tupperware, puis que tu achètes une assiette à 15 balles pour un truc qui est même pas vraiment bon, Ou alors la sortie du samedi soir que tu voulais pas faire et tu finis par dépenser 150 balles, par exemple. par exemple, Ouais. ben, c'est là où finalement il faut faire des économies parce que ça ne t'apporte rien. Et, et aussi par rapport à l'argent pour l'argent, je pense que j'ai interviewé plein d'indépendants, c'est quelque chose, on a cette peur toujours de, voilà, est-ce que j'aurai assez, je dois faire ma prévoyance, etc. Et vraiment de se rappeler quelles sont nos priorités. Mhm. Je pense que c'est un bon moyen de justement pas perdre le but de vue. Et puis, Complètement. ça m'est arrivé encore dernièrement où ma sœur me proposait de garder mes neveux et nièces. Enfin, non, elle cherchait une solution de garde. Puis je me suis dit, mais en fait, je peux les garder. Elle était, ah, ok, à voir, mais tu me redis. Puis j'ai hésité 2 secondes. Puis je me suis dit, ah ouais, mais ça va me bouffer Du temps, du temps. Ça veut dire que moins de voilà, revenus. ça me fait 2, 3 consultants moins. Ça fait un certain montant. Puis tout de suite, pareil, quand je dois prendre des vacances, je me dis, oh purée, le manque à gagner que ça me fait. Ouais, Puis après, en fait, j'étais là, mais ils n'auront pas 3 ans, enfin 4 ans et 2 ans et demi pendant indéfiniment, encore ouais. longtemps. Donc, les garder, j'ai cette occasion, j'en aurai peut-être plus après. Et donc, de se rappeler ça, ça permet aussi de s'apaiser, puis de se dire, bah voilà, c'est pas grave si je gagne un peu moins, mais au moins je crée un beau souvenir, je me paye ce voyage, je m'autorise à aller prendre un jour off. Et ça, je pense que c'est hyper important. Bah, je te suis dans la création de souvenirs parce que moi, c'est ce que je cherche. Hein. C'est à pouvoir me créer une vie plus tranquille, plus libre, où je fais un peu plus ce que je veux, où je peux justement. Enfin voilà, je suis maître de ce que je veux et me créer des souvenirs. Maintenant, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu as dit. Dans l'argent, il y a un concept qu'on a tous entendu parler, c'est la frugalité. Donc, la frugalité, c'est de dépenser ou pas de l'argent. Enfin, c'est d'en économiser un max et max. Et pour ça, il y a un blogueur suisse qui est très connu, parce qu'on a tous entendu parler, mais qui n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est Marc Pittet. Moustachian, je crois, c'est son blog. Okay. Et qui est frugaliste. Vraiment, c'est quelqu'un qui a économisé partout, dans tous ses budgets, partout. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que c'est un très bon exemple, parce que c'est la preuve que on peut devenir propriétaire en Suisse, on peut se dégager énormément de revenus si on veut y arriver. C'est un exemple de réussite. Maintenant, c'est comme le sport. C'est-à-dire qu'on veut toutes ressembler, on a toutes nos goals différentes, Beyoncé, Kardashian, machin, qui tu veux. Mais c'est l'énergie que tu vas mettre dedans pour arriver à cet objectif. Et en fonction de l'énergie que tu veux mettre dedans, eh ben, ça va changer le résultat à la fin. Donc, si effectivement tu veux être indépendant financièrement dans 10 ans, mais que tu gagnes, je vais mettre quand même un salaire confortable de 8-9 000 francs, il va falloir que tu cravaches parce qu'il faut que tu gagnes plus, il faut que tu te formes une il faut que tu économises vraiment énormément d'argent. En revanche, si tu te dis, c'est pas trop ça que je cherche dans l'immédiat, moi je veux plutôt avoir un petit chemin tranquille, mais qui me mène à ça dans peut-être 20 ans au lieu de 10, etc., je peux être plus détendue sur ce que je fais actuellement. Et je suis pas obligée de me presser à avoir 36 consultations parce que sinon j'ai pas tant et tant à la fin du mois. Donc ça, c'est un curseur que chaque personne veut mettre en fonction du résultat qu'il ou elle cherche. Et du coup, la pression qu'il ou elle se met. Et là, ça revient à un truc que je pense que je vais saouler les auditeurs parce que j'en parle tout le temps, mais c'est si tu arrives à être confortable dans ton processus, puis à vivre ce que tu as envie de vivre au jour le jour, tout en continuant à progresser vers un but idéal, ben, tu vas pouvoir être tranquille là-dedans. Et alors que si tu te dis, là, il faut que je cravache à fond parce que tant que je suis pas à mes 10 000 francs par mois, ben, ça joue pas, puis que tu sacrifies tout, ben, tu vas être frustré, tu vas être dans le sentiment d'urgence, et puis ça va devenir très compliqué, surtout si ben, les résultats, ils arrivent pas aussi vite que tu penses. Sur le long terme, tu tiens pas, en fait, finalement. Donc, il faut vraiment trouver ton rythme sur du long terme, parce que c'est pas... Enfin, quand tu parles d'argent et d'optimisation, c'est pas sur les 5 prochaines années. C'est toute ta vie, en fait, que tu vas devoir faire ça.
Et, mais je pense que c'est un joli chemin parce que quel que soit ton projet à la fin, parce que peut-être que tu vas changer de projet entre-temps, hein, peut-être que tu veux devenir indépendant en Suisse et en fait tu vas finir en Thaïlande, je sais pas. En fait, d'avoir ces coussins financiers dans 10, 15, 20 ans va te permettre de faire ce que tu veux. Par rapport à la création de souvenirs, ça, il y a des études en psychologie qui montrent que ce qui donne le plus de satisfaction, c'est quand on dépense son argent soit pour les autres, c'est-à-dire pour offrir quelque chose, soit pour des expériences. Et que du coup, le côté matérialiste, en fait, il ne nous apporte pas de satisfaction supplémentaire. Au contraire. Court terme, en fait. C'est ça fait un petit pic. Un petit pic, ouais, voilà, exactement. Ça, je te connais très bien. Oui, alors après, ça, on peut rentrer plus ou moins dans des mécanismes addictifs, même où on a juste ce petit pic qu'on commande. Et puis, mais en fait, en termes ça fait un petit pic de dopamine, mais en termes de satisfaction, c'est vraiment mauvais. Ouais, à la limite, le temps que ton colis arrive, parce que tu sais qu'il va venir, tu vas checker la boîte aux lettres, t'as un petit peu ce moment-là, et puis en fait, tu le reçois et ça dure quelques jours, et puis voilà quoi. J'ai une question un peu du futur. Je pense pas que tu aies la réponse, mais moi, c'est un grand dilemme. C'est comment gérer le grand écart entre... Moi, je crois pas du tout. Je suis assez, je vais dire pessimiste, je pense réaliste par rapport à l'avenir, notamment au niveau écologique, et au niveau économique aussi. Donc, comment faire quand tu crois pas du tout à notre système économique, capitaliste? Tu as fait des études en psychologie, hein, c'est ça? Ouais. Mais comment faire pour... parce que c'est vraiment des choix, en fait. Du coup, par exemple, moi, ce que je gagne, je ne l'investis pas. Je mets rien en bourse, etc. Parce que aussi, les fonds qu'on me proposait, c'était clairement... les fonds en Suisse, si les gens ne savent pas, c'est les armes, notamment. Les assurances. Des trucs qui ne sont pas hyper funky. Alors après, tu te dis, OK, je peux investir des trucs verts, mais c'est encore assez discutable sur à quel point est-ce que c'est vert, etc. Donc comment... En fait, c'est un choix où tu dis, je place pas mon argent, je m'appauvris quelque part parce qu'il perd de la valeur. Comment gérer ce grand écart? Est-ce qu'il y a un moyen de réconcilier les deux? De nouveau, si ça dépend de ton objectif. Si vraiment tu veux une indépendance financière, etc., dans 10, 15, 20 ans, effectivement, ne pas placer ton argent, ça va compliquer ta tâche. Parce qu'il y a un concept qui s'appelle les intérêts composés qui fait que ton argent fait des bébés en permanence et puis il devient exponentiel à terme. Maintenant, j'ai souvent eu des débats avec des gens qui me disaient « Mais de toute façon, on va avoir une 3e guerre mondiale, il y aura une crise, on va revenir à une civilisation zéro, on va faire du trade. » Voilà, il y a autant de gens que d'opinions par rapport à l'avenir. Maintenant, moi, ce que j'aime bien rappeler, parce que je l'ai étudié, le système actuel. J'ai fait de la macroéconomie, de la microéconomie, donc je sais comment ça fonctionne. Et en fait, j'aime bien le vulgariser pour le faire comprendre aux gens qui n'y connaissent pas du tout. D'ailleurs, c'est tout à fait OK de ne pas s'y connaître, parce que c'est compliqué. Mais aujourd'hui, l'économie telle qu'elle fonctionne est un espèce d'écosystème à elle toute seule, parce que on le nourrit de cette manière-là. Donc la bourse, c'est littéralement un endroit où on peut venir mettre son argent dans des projets dont on croit qu'ils vont fonctionner. Donc il y aura autant des petits projets que des gros, que des néfastes, que des bons. Il y a de tout. On peut investir dans tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous pour faire des investissements plus green. Notamment en Suisse, il y a l'application Innova qui est assez jeune. C'est que des investissements green. Alors, est-ce que je suis allée regarder si tout est absolument green? Je ne sais pas, je ne pourrais pas te le garantir. Mais c'est vrai que les gens cherchent ça, donc les produits naissent de cette suite-là. Est-ce qu'il faut être contre l'économie actuelle? Non, je pense que c'est plutôt mieux d'aller dans son sens, parce qu'on n'a pas le choix. C'est pas en protestant que tout d'un coup, on va commencer à pouvoir s'échanger des choses pour vivre. Mais plutôt la comprendre et comment s'insérer dedans et comment finalement vivre avec ses valeurs à soi. On peut y arriver.
Donc, je pense que le gap peut être diminué, mais il faut vraiment s'intéresser à l'économie et à comment ça fonctionne pour comprendre, pour s'associer à elle, on va dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Alors oui, tu y as répondu. Non, mais je pense pas qu'on puisse y répondre parce qu'en fait, c'est difficile, pour hein. moi, on est dans un système qui, typiquement, si on lie à l'écologie, c'est ce système-là qui mène au fait que écologiquement, ça va pas du tout, ça va pas aller pour la suite. Et du coup, ça demanderait une refonte totale du système. Mais comment arriver à un truc comme ça ? Je pense qu'on n'a pas du tout les clés. Et puis dans l'histoire, les tentatives de refonte du système, elles n'ont pas donné des choses super dans l'application. Ce serait hyper compliqué de tout changer. Maintenant, là, il y a un élément qui peut faire changer les choses, c'est l'humain. C'est lui qui peut décider. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, vous pouvez investir dans ce que vous voulez, dans du Nestlé, dans du Roche, dans machin, ou ne pas investir, libre. Mais par contre, c'est votre argent qui va faire les actions de ces entreprises-là. Leur donner les capacités de faire des choses. Donc, au bout d'un moment, s'il y a une personne qui est responsable de ça, c'est les gens qui investissent. Maintenant, moi-même, en disant ça, j'ai pas forcément des actions dans des entreprises ultra green. Par contre, j'ai des actions dans des entreprises dans lesquelles je crois et qui font tourner les choses que j'utilise aujourd'hui. Je te donne un exemple, mais Apple, par exemple. Oui, j'aime Apple. J'ai un iPhone, j'ai un Mac. Je trouve que c'est une solution géniale pour se connecter à Internet. Donc, je vois pas pourquoi je pourrais pas investir dans Apple. Oui, alors après, je pense que c'est là où on doit trouver notre propre réponse individuelle, que ça soit pour ces questions-là, pour des questions d'écologie ou d'autres combats. C'est trouver le juste milieu par rapport à nos valeurs et de se dire, OK, qu'est-ce que je suis OK de faire, qu'est-ce que je suis pas OK, où est-ce que je vois du sens. Donc, en effet, je pense que c'est en slalomant un peu là-dedans qu'on y arrive. C'est ça. Et puis après, pour faire l'avocat du diable, faut reconsidérer aussi tout ce que tu fais dans tes quotidiens, tu vois. Le fait que tu achètes, je sais pas... moi, j'achète très peu de produits industriels, mais si tu achètes des produits industriels Nestlé, mais que tu es contre ce que Nestlé fait, faudrait peut-être te dire, j'arrête d'acheter Nestlé. C'est vrai que le boycott, historiquement, a toujours été l'arme la plus fatale contre les mauvaises pratiques. Et je pense que c'est pareil en bourse. Sauf que les rouages sont tellement costauds et... C'est ça, c'est que c'est des mastodontes. C'est des mastodontes, voilà. Donc on s'attaque à gros. Bon, on va pas lancer une révolution, enfin on sait pas. Hein. Peut-être ça va être le podcast qui va lancer un mouvement social. Je prends pas la responsabilité de ça, mais du coup, pour dire à tes auditeurs, s'ils ne veulent pas ou s'ils sont apeurés par la bourse ou s'ils pensent que c'est un endroit effrayant, c'est un endroit qui comporte des risques de perte, mais je dis toujours aux gens, le moment où vous vous formez, vous apprenez comment ça fonctionne, à lire un bilan d'entreprise, à lire des chiffres, je sais que la plupart des gens sur cette terre n'aiment pas les maths et n'aiment pas les calculs, mais un petit peu de bon sens en mathématiques et de compréhension, et en fait c'est un environnement qui peut être intéressant pour faire proliférer des bons projets. Ouais, moi j'ai trouvé aussi une part de réponse qui est sûrement pas totalement au top, mais j'ai trouvé, il y a un site qui s'appelle Néocrédit, qui est un truc régional, et puis où justement il y a des projets, c'est des petites entreprises régionales qui se mettent là, puis en gros on peut prêter de l'argent avec des intérêts. Donc ça peut être des choses aussi qui permettent de voir du sens, puis où il y avait eu dernièrement un resto dans lequel je vais. Ouais. Ça me faisait plaisir de prêter à un restaurant. Parce que je sais que je vais manger, j'utilise ces services. Donc ça peut être aussi un truc de changer d'échelle et d'investir ou de prêter ou peu importe dans quelque chose qui est local, quoi. À partir du moment où tu mets tes ronds quelque part et qu'il va y avoir un retour, ça s'appelle un investissement, donc tu deviens investisseur. Donc complètement. Il n'y a pas que la bourse. Est-ce que je devrais changer ma bio Instagram pour mettre investisseur local. Investisseur local. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse à un changement de statut. C'est clair. Tu m'as parlé, et puis on peut finir un petit peu là-dessus, tu parlais de justement avoir un but en tête pour aussi voir du sens derrière le fait d'économiser, etc.
C'est quoi un peu, toi, ta vision pour le futur? Puis qu'est-ce que je pourrais te souhaiter? Oh là là. Là, en ce moment, j'ai une lubie où j'aimerais trop avoir un cheval. Sauf que pour avoir un cheval, faut avoir quand même pas mal d'argent. Et je me dis que ça m'apporterait du bonheur, des souvenirs, etc., tout ce dont on a parlé là pendant le podcast. Mais ça va pas m'aider à terme à mettre de l'argent de côté pour avoir une retraite anticipée ou à réduire mon pourcentage, etc. Mhm. Donc, je dédramatise un petit peu mes envies en me disant, elles vont venir, je vais accueillir des nouveaux projets, des choses que j'ai envie de faire, des changements que j'ai envie d'opérer. Et à chaque fois, je vais calculer si c'est quelque chose qui est faisable ou pas faisable et être OK de laisser des choses qui ne sont pas faisables. Donc, le cheval, c'est pas faisable à l'heure actuelle. Mais par contre, il y a une tâche un petit peu dans l'avenir parce que je sais pas trop comment vont être faits les 12 prochains mois. J'ai pas envie de quitter mon travail que j'ai à 100% actuellement. Peut-être réduire, continuer de faire du contenu pour Coach ton budget parce que je sens que ça a une utilité. D'ailleurs, l'autre jour, il y a une dame qui m'a couru après dans une foire. Et qui m'a couru après, elle me dit madame. Et puis je me retourne et puis elle me fait écoutez, vous me connaissez pas, mais moi je vous connais. Et je voulais vous dire merci parce que j'adore votre contenu. Il est absolument pas, comment elle m'a dit, moralisateur. Et en fait, ça m'a fait plaisir qu'elle dise ça parce que je me dis c'est cool parce que j'ai envie de moraliser personne avec l'argent. J'ai juste envie de faire passer un message que tout le monde peut aller vers des objectifs financiers adaptés à leurs envies. Et du coup, j'ai envie de développer ça. J'ai envie de faire passer le message. Du coup, tu me demandais mon site internet avant. Ouais, oui, ça, tu peux, alors soit tu peux le dire là, soit on va de toute façon le mettre. Donc les liens pour tes réseaux sociaux, pour Coach ton budget, pour tout ça, on va le mettre en lien. Mais c'est ça le meilleur endroit où on peut te trouver? Alors, TikTok, Coach ton budget, Instagram aussi, YouTube, j'essaye. Pour le site internet Coach ton budget, il y a effectivement le programme donc, en 5 étapes. Les gens sont libres de prendre l'étape 1, 2, 3, 4. La 4e, elle sort prochainement et la 5e, elle sort à la fin de l'été. Ça va être sur l'investissement. Donc, apprendre à économiser, apprendre à investir. Et les 3 premières étapes, c'est vraiment se remettre d'aplomb dans ses finances. Donc, c'est le b.a.-ba juste pour commencer, en fait. C'est un toolkit. Tu sais pas par où commencer, tu prends ça et tu te remets d'aplomb. C'est à ça qui sert. Et ensuite, pour ceux qui veulent passer aux étapes suivantes, pour commencer à s'enrichir pour de vrai, c'est l'étape 4 et 5. Okay. Et j'ai fait en sorte que les gens puissent prendre n'importe quel module séparément pour se dire, en fait, j'ai juste besoin d'apprendre à faire un budget, j'ai juste besoin un peu de motivation, j'ai juste besoin d'apprendre à économiser, etc. Justement, pour se dire aussi, ce mois-ci, je prends ça, le mois prochain, je m'en prends ça, etc. C'était une forme de liberté. Et autrement, pour juste avoir un petit peu de motivation, pour avoir des conseils, pour avoir un petit peu de fun aussi, parce que je trouve qu'il ne faut pas rester trop sérieux sur les réseaux sociaux, et TikTok, Instagram, c'est là où ils peuvent me trouver. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au cheval. Ouais. Parce que des fois, c'est des discussions que j'ai des fois en consultation où je questionne des gens sur le côté de la location aussi. Parce que des fois, souvent, nos rêves, on se dit, je vais posséder une maison, un chalet, être propriétaire ou un cheval ou peu importe. Or, il y a des fois où, en fait, peut-être que la location, c'est une solution. C'est mieux. Parce qu'on n'a pas déjà tous les soucis d'un propriétaire. Si je pense à une maison, par exemple, et puis finalement, en location, je peux avoir 36 maisons de vacances si j'ai envie. Alors, certes, ça va me coûter plus cher sur la semaine, mais ça me permet d'avoir une maison à Bali, une maison à Verbier ou peu importe où je veux. C'est des calculs à faire. D'ailleurs, il y a un calculateur en ligne, mais je ne sais plus sur quel site il est, il faudrait que je te le donne. Calculer si notre situation, dans sa situation personnelle, est-ce que c'est mieux d'être propriétaire ou locataire en Suisse ? Okay. Parce que souvent, c'est plus rentable d'être locataire que d'être propriétaire. Il y a un calculateur exprès qui demande tous les petits paramètres et tout. Maintenant, quand on veut s'enrichir, c'est vrai que c'est mieux de rester pour le tout premier appartement que tu peux acquérir. C'est mieux de rester locataire, d'acquérir un petit appartement que tu peux mettre en location,
de faire du revenu avec pour t'enrichir. Et à terme, le jour où tu peux être toi propriétaire, tu deviens propriétaire. Mais être propriétaire, c'est des charges. Tu t'enrichis pas avec ton propre bien. Il prend de la valeur avec le temps, mais tant que tu l'as pas retiré, tu l'as pas cette valeur. Donc, Puis c'est vrai que c'est les aînés qui nous ont mis ça en tête. Il faut se marier, il faut avoir des enfants, il faut un propriétaire, machin. Moi, je déconstruis tout ça. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Ouais. Bah, je pense que c'est un beau mot de la fin. Ouais, c'est clair. Fais ce que tu veux de ta vie. Merci beaucoup, Janice, pour ton temps. Merci pour l'échange. C'était super cool. Et puis, pour les auditeurs, je me réjouis que vous découvriez l'épisode. Vous pouvez rejoindre Janice, comme j'ai dit. Tout sera dans les notes du podcast. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, commentez aussi sur les plateformes de podcast. Ça m'aide énormément. Donc, merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine.